Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. D'abord, bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce débat. Je ne vous cache pas que pour moi, l'audace, c'est un peu d'être devant vous ici parce que c'est la première fois que je me livre à cet exercice. Je ne suis pas coutumière du fait, mais lorsque Sylvain Kern, qui s'occupe de la Cité de la Réussite, est venu me voir en me proposant d'animer pour vous ce débat, j'ai tout de suite tiqué sur l'intitulé, évidemment, du débat pour commencer. L'audace est-elle une valeur féminine ? Je ne suis pas totalement persuadée qu'il y ait à proprement parler de valeur féminine. On a souvent dit, par exemple, que la douceur était une valeur féminine. On l'a vu dans la nuit de jeudi dernier, Nabila Benassia aurait poignardé son fiancé. Je ne suis pas à proprement certaine que la douceur soit donc une valeur féminine, même si par ailleurs on ne peut pas nier à Nabila qu'elle a eu beaucoup d'audace vestimentaire ou verbale, tout du moins selon la définition que l'on donne à l'audace. En revanche, je trouve qu'une chose est certaine,
c'est que tout au long de l'histoire, s'il y a bien une chose dont les femmes ont dû faire preuve, c'est d'audace, pour s'imposer dans un monde essentiellement dominé par des hommes. De l'audace dans la sphère privée, de l'audace dans la sphère professionnelle, de l'audace aussi dans la sphère sociale, de l'audace encore et toujours, à une époque où, comme vous le savez, les inégalités hommes-femmes, et je parle là que pour nos pays dits occidentaux, sont encore criantes, que ce soit le partage des tâches ménagères, que ce soit les inégalités de salaire, que ce soit encore l'inégalité face à la maternité qui, pour jusqu'ici, était pourtant le seul précaré des femmes. Maintenant, vous savez que certaines sociétés américaines proposent aux femmes de congeler leur ovocyte pour pouvoir faire des enfants plus tard, avec les risques qu'elles encourent, pour pouvoir continuer leur carrière. Bref, là encore, il faut faire preuve de beaucoup d'audace, savoir si on veut faire des enfants, si on veut faire carrière, si on veut faire les deux, si on veut s'arrêter. Donc je ne suis pas sûre que l'audace soit une valeur féminine, mais une chose dont je suis sûre, c'est que les femmes doivent faire preuve d'audace. Et ça n'est pas terminé, le combat est loin de terminer. Maintenant, qu'est-ce que cette audace ? Est-ce qu'il y a une audace plutôt, je dirais pas féminine, mais l'audace est-elle différente selon que ce soit une audace de femme ou une audace d'homme? Jusqu'où peut aller cette audace? Qu'est-ce qui freine cette audace? Est-ce que c'est l'ire des hommes qui freine l'audace des femmes? Est-ce que ce sont les femmes elles-mêmes qui sont leurs principales ennemies? Est-ce que les jeunes filles qui sont ici voient l'audace de manière différente? Est-ce qu'elles en attendent la même chose? Toutes ces questions, on va se les poser ensemble. Vous allez pouvoir les poser également à nos invités, que ce soit dans un premier temps le panel ici présent, des jeunes filles de plusieurs universités qui vont poser leurs questions, des étudiants de Polytechnique, de l'EPITA, de l'ICIT et de l'université Panthéon-Assas. Merci d'être là. Et puis dans un deuxième temps, ce sera à vous, si vous le souhaitez, de poser des questions, mais vous pouvez bien évidemment intervenir à tout moment dans le débat. Alors, j'appelle nos invités, ils sont 5, 4 femmes et un homme, mais pas des moindres. Je commence par Marie-Hélène Bensadoun. Marie-Hélène Bensadoun est avocat associée chez Auguste Debouzy Avocat. Elle est associée au sein du département droit social du cabinet et intervient plus particulièrement dans tous les aspects des litiges liés au travail et à la sécurité sociale en France. Marie-Hélène Bensadoun, bienvenue parmi nous. Elle m'annonce que le seul garçon qui était évidemment en retard est arrivé. Installez-vous. Ah non, il n'est pas arrivé. Bon, bah, c'est encore mieux. Nous accueillons aussi Brigitte Lefebvre. Brigitte Lefebvre est directrice de la danse de l'Opéra national de Paris. Plus exactement, elle vient tout juste de passer le relais au chorégraphe star Benjamin Millepied. Mais Brigitte Lefebvre, c'est une figure plus qu'emblématique de l'Opéra national de Paris. Elle a été engagée en 85 comme inspecteur principal de la danse au ministère de la Culture et elle a été nommée en 87 inspecteur général et première déléguée à la danse en titre. Je vous demande d'accueillir Brigitte Lefebvre. Merci Brigitte. Installez-vous, vous êtes ici. A également répondu présent aujourd'hui Muriel de Saint-Sauveur. Muriel de Saint-Sauveur est directrice de la diversité du groupe Mazar. À noter, en 2011, elle a publié un livre intitulé « Un monde au féminin serait-il meilleur ?» dans le cadre duquel elle a interrogé 100 femmes en leur demandant ce qu'elles changeraient dans l'organisation du monde si elles en avaient le pouvoir. Et puis c'est aussi à Muriel de Saint-Sauveur que l'on doit un petit fascicule qui a dû vous être distribué à l'entrée de cet amphi, voilà, qui parle également de l'audace à travers les générations et à travers les continents, puisqu'évidemment l'audace n'a pas la même signification si l'on a 60 ans ou 20, si l'on habite en France ou au Pakistan. Enfin, nous accueillons Mouna Seperi, qui est directeur. Alors, je ne sais pas pourquoi Muriel de Saint-Sauveur est directrice, mais Mouna, elle, est directeur déléguée à la présidence du groupe Renault. Par ailleurs, Mouna Seperi est engagée pour la diversité et la promotion des femmes en entreprise. Elle dirige le collectif Women at Renault. Mouna Seperi, bonjour, bienvenue parmi nous. Installez-vous, s'il vous plaît.
Pardon, je me suis un peu étalée. Voilà. Et puis alors, en principe, nous devrions avoir Yves Simon, qui donc ne vient pas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, la preuve par l'exemple. L'audace est-elle une valeur féminine? Là, aujourd'hui, elle est mal représentée par les hommes, mais ça n'a pas d'importance. Nous pourrons faire notre travail et poser nos questions sans lui. Alors, avant de commencer à poser vos questions, moi, j'en aurais une à poser à nos invités. Qui est une question peut-être un petit peu personnelle, mais c'est la première chose que je me suis demandé en venant ici. C'est quel est pour vous le moment où vous avez dû faire preuve d'audace dans votre vie? Alors ça peut être, le spectre est large, hein, mettre une tenue extravagante, aborder un garçon, une fille dans la rue, ça peut être aussi demander une augmentation, ça peut être aussi se dire ce métier je vais le faire, cet enfant je vais le faire. Voilà, qu'est-ce qui veut commencer en premier? Muriel, peut-être? Bonjour, alors vous venez de dire Marion, cet enfant je veux le faire, ben moi justement j'ai décidé que je n'en ferais pas. Voilà, et ça n'est pas une décision simple. Non, je pense que encore aujourd'hui, et pourtant je suis née période des baby-boomers, des années où c'était facile de faire tout ce que l'on voulait, et où j'ai eu la chance d'avoir une famille qui ne m'a pas imposé de choix, donc je considère que j'ai été très libre de faire ce choix. Et aujourd'hui, il me semble que c'est encore difficile, que c'est encore audacieux pour une jeune fille à qui l'on dit « Alors, tu vas te marier, tu vas faire des enfants », de sortir de ce schéma, de sortir de ces stéréotypes. Donc oui, je crois que ça a été une action audacieuse, mais on ne se rend pas compte qu'elle est audacieuse. Non, mais c'est vrai qu'elle l'est toujours aujourd'hui. Mais c'est encore un vrai sujet. Et puis je vous rassure, quand on en a un, on vous demande quand est-ce que vous allez faire le deuxième. Donc c'est la pression de la société, comme on dit, est toujours là. Brigitte Lefebvre, l'audace. Alors moi j'ai une fille que ça s'est fait, mais depuis longtemps. Mais peut-être, en fait, ça a été après que j'étais à l'opéra, que j'étais dans le Ballet de l'Opéra, parce que je suis essentiellement une danseuse, en fait. Oui, vous avez commencé à 8 ans. Une ancienne danseuse. Et ça se voit, le port est là, voilà, oui. Altier. Et, mais c'est quand j'ai décidé de quitter l'opéra. Et en fait, tout a démarré. C'est-à-dire quand on décide de quitter un métier, un homme, des idées préconçues, eh bien, c'est peut-être une petite audace. Et c'était très récent, puisque c'était... Non, le corps de ballet. Le corps de ballet, moi j'avais 18 ans, j'en ai avoir 70. Ah oui, non, vous voulez dire la danse. Un petit moment quand même. D'accord, pardonnez-moi. Je croyais vous lancer dans une deuxième carrière. Mouna Seperi, rebonjour. Rebonjour. Pour vous, ça a été quoi l'audace d'une vie? En fait, c'est des petites audaces, je crois, hein, au fur et à mesure des événements qui s'imposent à nous. Alors, si j'avais un exemple à donner, moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocat. J'étais avocat à Paris et à New York dans les fusions-acquisitions. Et puis, un jour, j'ai eu cette proposition de rejoindre Renault, qui est un groupe industriel, à l'époque encore quand même très franco-français. Donc, l'industrie automobile très masculin et généralement beaucoup d'ingénieurs. Donc il fallait quand même un peu d'audace pour accepter la proposition et sauter le pas. Je l'ai fait et sincèrement, je ne le regrette pas. Et ça se passe bien? Ça se passe. Après, j'ai dû faire preuve aussi de, comme je dirais dans ma carrière, d'autres moments où il a fallu faire preuve d'audace parce que c'était pas toujours facile non plus. Pour toutes les raisons que je viens de vous donner, hein, je ne faisais pas partie du stéréotype des personnes qui rejoignent l'industrie automobile et qui grimpent et qui réussissent. Hein. J'étais même plutôt exactement à l'opposé. Mais franchement, c'était une expérience formidable. Donc, je ne le regrette pas du tout. Le jeu en valait la chandelle. Enfin, Marie-Hélène Bensadoun. Alors moi, c'est super parce que je suis payée pour être audacieuse. En tant qu'avocat, je dois accompagner mes clients dans la prise de risque. Quotidiennement, je dois évaluer le risque. Et pour moi, l'audace, contrairement au courage, le courage, c'est quelque chose qui vient peut-être des tripes, qui est parfois imposé, puisque on doit être parfois courageux dans des situations imposées lorsqu'on perd un être cher. En revanche, audacieux, il y a une marge de réflexion, une marge dans le cadre de laquelle on se dit
c'est possible, même si c'est très peu possible, je dois pouvoir entrer dans cette petite interstice qui va me permettre d'atteindre mon but. Donc mon métier d'avocat, c'est de mener mes clients à pénétrer cette petite interstice qui va leur permettre de défendre leur dossier, de défendre une position. Ça, c'est quand j'ai mon devoir de conseil. Et puis évidemment, je suis audacieuse lorsque je dois plaider un dossier, lorsque je dois amener le juge à rendre la justice par rapport à ce que l'un de mes clients a fait ou a dit ou a mis en place. Et là encore, l'audace, ça va être une audace qui va être plus improvisée, moins réfléchie, même s'il y a eu tout un travail de réflexion avant, parce qu'il va falloir pouvoir répondre à des questions, pouvoir répondre également de façon simultanée à des arguments qui auront été développés par la partie adverse. Donc là aussi, il faut être audacieux tous les jours et payer pour l'être, donc c'est formidable. Vous avez beaucoup de chance. Après, comme le disait Cocteau, le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. J'imagine que vous devez éprouver cette phrase. Alors maintenant, on va laisser la parole à notre panel d'étudiantes dont je vous ai parlé. Bien sûr, si vous voulez intervenir, faites-le librement, vous êtes là pour ça. Je rappelle que donc les étudiantes présentes représentent Polytechnique, l'Hôpital Licite et l'Université Panthéon-Assas. Je crois qu'on va commencer bien par la première question que je me suis moi aussi posée. C'est l'intitulé « L'audace est-elle une valeur féminine ?» Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, si on sort un peu des déterministes qui voudraient qu'il y ait des valeurs féminines et des valeurs masculines, est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si l'audace ne serait pas tant une valeur pour les femmes qu'un besoin dans nos sociétés qui restent effectivement patriarcales, en France d'une part, mais également dans d'autres pays où les situations sont ô combien plus complexes. Qui veut se lancer? Peut-être Muriel de Saint-Sauveur? Alors, je ne pense pas que l'audace soit une valeur féminine ou masculine. Simplement, dans nos stéréotypes, comme le dit très bien Françoise Héritier, vous avez des valeurs qui sont dites masculines ou d'autres dites féminines. On ne va pas aborder cela maintenant parce que ça nous lancerait dans une grande discussion et je n'aime pas cette dichotomie. En revanche, l'audace est forcément polymorphe. Elle a des formes différentes dans le monde, dû à la situation géographique et culturelle des femmes. Et dans l'enquête que nous avons menée récemment auprès de plus de 2000 femmes dans 100 pays, nous voyons bien qu'en fonction des 3 générations de femmes, environ, on va dire 60-70, 40-50 et 20-30, l'audace, l'action de l'audace et la définition de l'audace n'est pas la même. Donc vous avez... Par exemple? Alors par exemple, celles qui ont entre 60 et 70 sont... dans des actions, elles ont le mot lutte. L'audace est exprimée par des mots assez forts, assez violents. Celles qui ont 40-50 ans considèrent que l'action est un moyen pour obtenir quelque chose. Et celles qui ont votre âge, et là c'est absolument partout dans le monde, considèrent que l'audace c'est la liberté de s'exprimer. C'est-à-dire que toutes les jeunes femmes, et là on le voit dans toutes les enquêtes qu'on a menées, considèrent qu'aujourd'hui c'est suffit qu'on vous dise ce qu'il faut faire, comment il faut choisir votre vie, comment il faut s'habiller, comment il faut agir, et vous voulez vous libérer de toute cette pression. Alors évidemment, si c'est une jeune Pakistanaise qui vous dit ça, elle va vous dire « je veux me libérer de tout homme, mon père, mon mari, mon frère ». Vous n'allez peut-être pas avoir la même réaction, mais c'est courant et commun à votre génération dans le monde entier. Alors de vouloir s'exprimer, justement, deuxième, vous avez peut-être quelque chose à redire à ça, non ? Alors, c'est l'occasion de vous exprimer. Donc, deuxième question. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, s'il y a une audace, qu'elle soit féminine ou qu'elle soit en général, est-ce que lorsque les femmes font preuve d'audace, elles ne sont pas perçues différemment que les hommes? Pour faire plus clair, est-ce qu'il n'y a pas certains comportements qui, lorsqu'ils sont faits par les femmes, sont considérés comme audacieux, alors que si ce sont des hommes qui les ont, ce seront des comportements jugés comme étant normaux? Peut-être Marie-Hélène Bensadoun? Oui, alors bon, je pense que ça dépend de l'interlocuteur qu'on va avoir. Moi, je pense que les femmes ne doivent pas se poser cette question. Elles doivent être elles-mêmes, elles doivent être libres et se comporter selon leur propre nature et essayer justement de ne pas être complètement
enfermés dans les stéréotypes. On parle souvent du fameux plafond de verre qui ne permet pas aux femmes d'évoluer au sein des entreprises. Il existe incontestablement ce plafond de verre, mais il faut aussi que les femmes aient la volonté en elles-mêmes de passer outre. Et donc, essayer de se dire, j'ai un comportement qui peut être considéré comme audacieux. En tous les cas, j'ai le comportement, j'ai la liberté de me comporter comme je le veux pour atteindre le but que je veux, en tenant compte évidemment de l'environnement dans lequel cette audace va s'exercer. Mais je pense que le fait de poser la question comme vous la posez, c'est déjà quelque part entraver les possibilités d'audace que peut avoir une femme. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne perçoit pas hommes et femmes de la même manière, puisque vous êtes arrivés ici avec une revue, vous m'avez dit, est-ce qu'on dirait la même chose d'un homme ? Voilà, moi j'ai été frappée, vous voyez, hier en lisant la presse, un journal que j'aime énormément, Aime le Monde, le supplément, comme à elle d'ailleurs, Aime le Monde, le supplément de cette semaine, qui nous fait un très très beau reportage sur la fleur de l'âge et qui nous présente des femmes très belles, mais des femmes âgées. Et quand on regarde la présentation de ce rapport, que nous dit-il ? Il nous dit, loin des visages artificiellement lisses façon Photoshop, 8 femmes arborent avec audace la marque du temps. Est-ce qu'on aurait dit la même chose d'un homme ? Est-ce qu'on aurait présenté des hommes de 40 ou 50 ans, un reportage sur la mode masculine présentant des hommes de 40-50 ans en disant ils ont l'audace d'être photographiés sans Photoshop. Donc il y a des stéréotypes qui sont incontestables. Le Monde ne va pas être très content qu'on les fustige comme ça, mais enfin c'est la vérité. Non, mais effectivement, on montre rarement des hommes de 70 ans en disant qu'ils sont audacieux. Et on ne dit pas qu'ils sont audacieux d'être photographiés sans maquillage et sans avoir traité au Photoshop. Je crois que c'est la réponse à toutes les questions. Bon là, comme dirait Brigitte Lefebvre, ce qui est audacieux, c'est surtout le bleu sur les yeux, très présent. Oui, ça c'est très... Raccord au M. Troisième question, peut-être présentez-vous quand vous posez la question, un prénom. Bonjour, moi c'est Damien, l'école d'EPITA, donc de l'école d'ingénieurs en informatique. Moi je voulais savoir si la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle est-elle un frein à l'audace féminine et à son ambition. Par exemple, en écho à ce que Madame Muriel de Saint-Sauveur a dit, a-t-elle fait le choix de ne pas avoir d'enfants en écho à cette idée? Non, c'est totalement indépendant. Moi, ce qui me frappe, c'est que cette question est toujours posée par des femmes. Vous ne faites pas un enfant seul. Je ne vois pas pourquoi une famille et une éducation doit être un problème de femmes. Or, en Europe, et on le retrouve dans les enquêtes que nous avons faites chez Mazars, c'est un problème de femmes. C'est-à-dire que je ne vois aucun jeune homme au premier rang qui est en train de me poser cette question. Et je ne vois pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a peu de jeunes hommes dans le panel. Alors d'abord, il n'y a pas de jeunes hommes dans le panel. Il faut être lucide. Quand même étonnant aussi. Et la parentalité, c'est un sujet de parents. Donc, ceci est assez, pour moi, révoltant. Maintenant, dans la dernière enquête que nous avons faite sur ce sujet, les droits des femmes, etc., et l'évolution, la maternité est jugée un frein pour la carrière par 70% des femmes que nous avons interrogées. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui dans les entreprises parce que ça n'est pas encore reconnu comme quelque chose de normal. Simplement, il faut aussi regarder d'où nous venons. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui dans une époque où vous avez 3 révolutions qui arrivent en même temps et qui font que l'entreprise doit complètement réorganiser son management. Vous avez des femmes qui arrivent en masse dans l'entreprise et qui, en arrivant dans l'entreprise, amènent toute leur vie privée. Les enfants, les grands-parents, la famille, les vacances, ce sont elles qui amènent ces sujets. Vous avez en même temps la génération Y qui demande un équilibre vie privée, vie professionnelle, les femmes aussi, mais la génération Y l'impose, et vous avez la connectivité qui fait que vous êtes partout dans le monde capable de travailler n'importe où, mais aussi de travailler à la maison ou au bureau, de faire autre chose. Et ces 3 révolutions en même temps, elles génèrent une perturbation assez importante pour l'entreprise, qui doit se réorganiser pour intégrer tout le rythme de la vie humaine dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, ça n'est pas fait. C'est un vrai frein, c'est un vrai sujet. Les entreprises travaillent dessus, et nombreuses sont celles qui intègrent des congés de parentalité, qui poussent le père à prendre des congés. J'avais encore une discussion hier soir avec un couple, 30 ans français, elle avait pris 9 mois, lui 12 jours. Mais ça pose un vrai problème.
Et Muriel de Saint-Sauveur, puisqu'on en parlait au tout début, qu'est-ce que vous pensez des entreprises comme Google ou comme Apple qui proposent à leurs employés ES de congeler, de financer la congélation de leurs ovocytes pour pouvoir éventuellement, avec le succès ou l'insuccès que l'on sait, avoir des enfants plus tard, à 40, 45 ans, une fois qu'on peut penser, elles se seront consacrées à leur carrière? Je pense que c'est pire que tout. Je pense que c'est excessivement révoltant, que le fait d'avoir un enfant est un choix personnel et totalement libre, laissé à la discrétion des deux parents, enfin de la personne qui va faire cet enfant. Je pense que cette décision pousse les femmes à travailler et à repousser le moment de faire des enfants, ce qui est complètement idiot parce que les femmes arrivent à un moment donné où elles vont faire des enfants et où on leur demande de travailler le plus dans l'entreprise. Et donc, au contraire, il faudrait inciter les filles à faire des enfants jeunes pour pouvoir ensuite être totalement disponibles et travailler. Donc, je pense que c'est assez révoltant. Tout le monde est d'accord autour de cette table? Moi, je pense que c'est non seulement révoltant, mais que c'est aussi contraire à tout ce que l'on peut attendre et entendre sur l'égalité homme-femme. On ne peut pas à la fois légiférer, et aujourd'hui on constate, c'est assez intéressant de voir que notamment en France, lorsque l'on voit l'évolution législative, l'évolution des lois sur les droits des femmes, on constate que jusqu'en 2011, on avait une législation qui était déclarative, c'est-à-dire qu'on incitait les entreprises à respecter l'égalité entre les hommes et les femmes, et on attend finalement 2010 et 2011 pour créer des sanctions au non-respect de l'égalité homme-femme. C'est quand même assez intéressant de se dire que les entreprises commencent à se poser réellement la question de l'égalité homme-femme lorsqu'on les condamne finalement, lorsqu'elles sont susceptibles d'être condamnées à des pénalités parce qu'elles n'ont pas respecté cette loi. Et donc je trouve... Oui. Pardon. Je vous laisse finir, je vous en prie. Non, mais je rebondissais sur votre question initiale. Je trouve que c'est révoltant. Je trouve qu'en plus, qu'est-ce qui est hypocrite dans l'histoire? Est-ce que c'est aujourd'hui de dire on fait des lois et on permet l'égalité entre les hommes et les femmes, et d'entendre en réponse à ces démarches législatives et de société les projets de ces entreprises? Brigitte Lefebvre. Moi, je ne sais pas si c'est l'audace de l'avoir fait, mais moi j'ai le plaisir en tous les cas, parce qu'effectivement j'ai dirigé le Ballet de l'Opéra de Paris pendant des années, et je me souviens de voir arriver les danseuses ou les danseurs, enfin ça pose un problème différent par rapport à leur corps. Chaque fois ils arrivaient, ils me disaient: Brigitte, vous n'allez pas être contente. Je lui dis: t'attends un bébé? Elle me disait oui. Ben, j'étais très contente, quoi. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Et maintenant, je vois Aurélie Dupont et plein d'autres, elles ont 2 enfants, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une famille. Elles n'en dansent pas moins bien, elles en ont le désir. Et puis il y en a d'autres qui n'en ont pas le désir. On ne va pas commencer à dire qu'on n'a pas de bébé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ce que je veux dire, qu'on s'éloigne de l'audace au bout d'un moment, mais ça devient presque audacieux dans les idées reçues qu'une danseuse étoile, qu'une danseuse et des enfants. Et puis par rapport au fait de garder ou pas garder, machin. Quand on n'a pas envie d'un bébé, il n'y a jamais un bon moment pour avoir un bébé, d'une certaine manière. C'est jamais le bon moment. Puis alors, je vais terminer là-dessus, parce que ça n'a rien à voir avec l'audace. Moi, je pense qu'avec l'entreprise, avec l'accueil, c'est comment la société, accueille l'enfant. Comment la famille se construit, pas que pour l'enfant, mais avec l'enfant. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de solidarité, ni au niveau de l'entreprise, ni au niveau familial. Mouna Seperi, vous qui évoluez dans une entreprise très masculine, vous nous avez dit... Oui, très masculine. Et puis le barreau aussi, puisque j'ai commencé le barreau, oui. Et aussi un environnement qui est pas toujours très facile. Alors, je voudrais ajouter 2 choses. D'abord, vous avez dit pourquoi il faut les contraindre, parce que de toute façon, on est obligé de passer par là. Moi, pendant longtemps, quand on me posait la question, par exemple, sur les quotas, j'étais contre, parce que je me disais qu'il fallait absolument qu'on réussisse par nous-mêmes et pas parce qu'on obligeait les gens à nous ouvrir les portes. Sauf que l'expérience m'a appris tout de même, tout au long de ma carrière, qu'il y a un certain nombre de domaines, puis un certain nombre de pays, où si on n'aide pas à ouvrir la porte pour les femmes, la porte ne s'ouvrira jamais. Ou alors, ça mettra très, très longtemps à ouvrir. Donc, je pense que... Donc, désormais, vous êtes pour. Quota, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut un minimum d'objectifs chiffrés, parce que c'est la seule façon de pouvoir objectivement
mesurer le progrès d'une entreprise. Donc c'est pour ça que par exemple chez Renault, nous on s'est battu pour qu'il y ait des objectifs chiffrés parce que tous les ans on peut mesurer. Et sont-ils respectés? Ah bah oui, ils sont respectés. Enfin c'est des choses très simples. Hein. Pour les enfants, par exemple, dans notre réseau, on a créé des crèches qui sont ouvertes à tout le monde parce que vous avez raison. Après tout, il y a une mère et un père. Bon, il se trouve qu'il y a beaucoup plus de mamans qui en profitent, mais par exemple des choses aussi simples. Mais après aussi. Des choses très simples, c'est-à-dire que finalement, on se dit dans les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, il y a 25 à 30% de jeunes filles. Il n'y a aucune raison que nous, dans des métiers d'ingénierie, il y en a moins. C'est les statistiques qu'on a. Alors, ça dépend peut-être des écoles, mais il n'y a aucune raison que nous, chez Renault, on n'ait pas au moins tant de pourcentage de femmes à l'entrée. Donc, on s'est fixé ça comme objectif. Dans les métiers commerciaux, puisque dans les écoles de management, il y a plus de filles, on se dit, alors, il n'y a aucune raison si on a 50% de femmes dans les écoles de commerce, qu'on n'embauche pas 50% de filles à l'entrée. Donc, ça, c'est vraiment pour les inciter à entrer dans le métier. Et puis après, les aider à y rester. Parce qu'effectivement, il y a des moments qui sont difficiles. Et puis, même tout au long de la carrière, il faut beaucoup de volonté, mais après, ce n'est pas obligatoire non plus, mesdames. Il faut en avoir envie. C'est-à-dire rien ne vous oblige à choisir une voie plus qu'une autre. Après, il faut aussi se faire plaisir dans la vie. Il faut réussir sa vie plutôt que sa carrière. Mais si vous en avez envie, si vous avez envie de faire carrière, etc., effectivement, il faut que l'entreprise se mette en ordre de marche pour les aider. Des choses aussi simples que, par exemple, l'égalité salariale qui est parfaitement respectée chez nous, mais aussi essayer d'avoir, par exemple, dans les plans de succession, pour tout type de métier et à tous les niveaux dans l'entreprise, au moins un nombre de femmes. Alors ça peut paraître extraordinaire, mais en fait ça n'existait pas. Et moi, avant d'être au comité exécutif de Renault, donc je participais à ce genre de réunion, mais à ma première réunion, j'étais très surprise de constater qu'on avait toute une série de postes qui venaient au renouvellement, dont on débattait autour de la table. Puis finalement, il y avait très peu de femmes. Oui, il n'y avait jamais de femmes. Ou en tout cas très peu. Donc on a demandé, ça a été accepté, à ce que dans tous les plans de succession, quel que soit le niveau de poste, y compris au niveau du comité exécutif, il y ait au moins une candidature féminine. Alors quand on s'astreint à regarder, finalement on les trouve. Et dernière chose que vous avez dit sur Apple et Google, pour moi, il y a deux façons de faire progresser les choses. D'abord, en mesurant le progrès, et puis aussi à prouver aux entreprises que ce qu'on fait, ce n'est pas uniquement parce qu'on veut faire une bonne chose pour la société ou pour la gente féminine, mais c'est aussi parce que c'est bon pour l'entreprise. Parce que c'est la seule façon aussi de pousser les choses. Et je trouve que c'est un très mauvais calcul pour une entreprise que de penser que demander aux femmes de ne pas avoir d'enfants est bon pour l'entreprise. Parce que nous, on ne voit ils ne voient que cette période d'absence qui finalement n'est pas non plus énorme. Même si elle reste absente 3 ans chez elle, c'est pas pour ça que quand elle revient, elle est moins talentueuse qu'avant. Mais franchement, la féminité fait partie de nous. Moi, je sais que ça m'a transformée. Je pense que ça m'a rendue meilleure. Et c'est une vraie bêtise que de penser qu'une féminité est un handicap, une maternité est un handicap pour l'entreprise et que c'est pas un atout parce que les femmes évoluent, ça les aide aussi à évoluer, peut-être à exercer leur management ou leur métier de façon différente. De toutes sortes de diversité, de toute façon, est bon pour l'entreprise. Donc je pense que c'est un très mauvais calcul. Une réaction ou une question? Alors, suite des questions, vous appelez? Oui, donc c'est Alexandra et donc je suis étudiante à EPITA, École d'ingénierie informatique. Et donc ma question c'est, l'audace est-elle une qualité appréciée dans tous les domaines d'activité? Brigitte Lefebvre. Pardon de vous réveiller. Non, mais je sens que je sais pas, j'ai des clichés dans la tête, je sens que dans la danse, il faut de l'audace. Non, mais je dormais pas du tout. Je craignais que ce soit moi. L'audace est indispensable, de toute façon, vraisemblablement, mais je crois que je pense que la vertu essentielle, c'est le courage, à coupler avec le travail. Et à partir de là, on a un terrain qui n'est pas trop mal, quoi. Pour le moment venu, se dire, j'ose. Bon, et qu'on ait de l'audace, quoi. Moi, j'ai pas des grands mots pour ça. Non, mais c'est vrai que le courage, voilà, est-ce que c'est pas travail, je crois qu'il faut surtout donner l'audace? Oui, je crois qu'il faut surtout donner le courage du travail. Tout part de l'éducation, c'est évident, l'éducation familiale. Tout à l'heure, je parle pas de papa, maman, je parle même, il y a même des familles recomposées. Comment le groupe familial élargi intègre la venue d'un enfant ou le fait que l'enfant participe de ça. C'est ça dont je parle. Il y a évidemment l'entreprise. Bon, mais ça, je parle. Oui. Voilà. J'en viens à ce que vous disiez. Oui.
Je veux dire que l'audace est indispensable s'il est vraiment avec ce socle du travail et du courage. Vous êtes toutes les 4 d'accord avec la phrase de Crébillon, le succès est un enfant de l'audace? Sans audace, ouais, bon, d'accord. Alors next, comme on dit dans les émissions de télé sur MTV. Vous vous appelez comment? Constance, je suis étudiante à l'ISIT. Ma question va rebondir un peu sur la place de la femme en entreprise. Donc, vous êtes à peu près toutes d'accord pour admettre que la femme doit avoir de l'audace pour réussir sa vie professionnelle au-delà de sa carrière. Est-ce que vous pensez que c'est aussi le cas pour les hommes? Est-ce que c'est quelque chose qui touche tout le monde ou plus particulièrement les femmes? Qu'est-ce qui peut répondre à ça? Yves Simon, peut-être? Appel à un témoin? Il va nous le Brigitte chanter. Il va nous chanter la question. Est-ce que vous pensez que l'audace est aussi nécessaire aux hommes? Mais évidemment, on en fait partie de l'espèce humaine quand même, non? Je veux dire, c'est des choses qu'on retrouve chacun. Après, ça s'appuie peut-être pas, je suis obsédée par cette notion de socle, ne serait-ce que pour pouvoir rebondir. On entend souvent le mot rebondir. Je crois qu'il faut avoir un socle peut-être encore plus puissant pour une femme que pour un homme. Mais si un homme il n'a pas d'audace, ben d'abord on l'aime pas. Et puis après, elle n'a peut-être pas la même forme chez les femmes et chez les hommes aussi. Prochaine question. Je vois qu'ici, l'horloge indique 16h35 depuis tout à l'heure. Je vais quand même prendre mon téléphone pour avoir une vague idée de l'heure. 17h10. D'accord. Alors, prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, Élise. Je suis en master entrepreneuriat à Paris 2 Assas. Effectivement, il y a beaucoup de femmes dans cette salle, mais il y a également des hommes. Et ma question est donc la suivante. Pour vous, quelle est la place que peuvent jouer les hommes pour encourager l'audace de leurs femmes, de leurs amis, des femmes qui les entourent et de leurs filles, effectivement. Brigitte Lefebvre. Est-ce que je peux apporter un témoignage masculin? Bien sûr. C'est un transfert. Mon mari qui est là me dit tout à l'heure, t'oublie pas. Est-ce qu'il peut lever le doigt? Est-ce qu'il va oser? Il me dit, non mais attendez, moi j'ai fait ouh, j'espère que vous allez... Il me dit, dans le fond, derrière la réussite et l'audace de toute femme, il y a soit une femme extrêmement malheureuse, bon, soit une femme très très heureuse. Là, il m'a regardé avec des yeux très très doux et tout ça, et moi je suis pas du tout d'accord avec lui. Moi, j'aurais répondu Muriel à de cette Saint-Sauveur. question. Parce que je pense que dans l'éducation, et on le voit quand on lit les biographies des femmes qui ont réussi, il y avait un père qui leur a dit « vas-y ». Très souvent. Et si vous prenez Malala Yousafzai, qui est quand même une héroïne aujourd'hui, qui est une fille extraordinaire. Prix Nobel de la paix. J'ai rencontré son père, et son père est fantastique. Et le grand-père. Donc, la lignée de ces deux hommes qui sont nés dans un coin totalement reculé du Pakistan, où vraiment la fille n'avait aucun rôle, elle n'était même pas dans l'héritage, dans la famille, rien. Les deux grands-pères et pères ont décidé que les filles avaient autant de droits que les garçons, ont poussé cette fille. Elle a été mise sur la lignée et sur le papier de l'héritage, ce qui n'avait jamais été fait dans la famille. Et le père l'a poussée. Et vous voyez, quand vous entendez le père, la façon, vous comprenez comment cette petite fille est aujourd'hui ce qu'elle est. Et je pense pas, je ne suis pas psy et je n'ai pas fait d'études pour savoir si la mère a ce rôle, mais je constate que la mère n'a pas ce rôle. Elle donne l'amour, elle donne des tas de choses, mais elle n'a pas ce rôle de soutien et qui donne la confiance aux filles. Ensuite, vous pouvez avoir des hommes ou des femmes qui vont vous aider dans la vie, mais les hommes aussi. On a tous besoin de mentors et on a tous besoin d'être aidés et soutenus. Mais dans l'éducation d'une fille, je pense que c'est très important que le père lui dise « vas-y, tu es capable ». Et c'est vrai que dans le cas de cette jeune prix Nobel de la paix, donc toute jeune prix Nobel de la paix, son père l'avait incroyablement soutenue du premier au dernier jour, l'a accompagnée partout. Et l'a traitée comme un garçon, ce qui là-bas est quasi impossible. Moi, j'ai une expérience personnelle à vous raconter. J'avais un oncle qui était avocat, qui était un avocat traditionnel, qui est décédé il y a 20 ans, donc il est né en 1910. Et lorsque c'était quelqu'un de très respectable, de très respecté, et lorsque j'ai eu 10 ans et sa fille 11 ans, il nous a convoqués toutes les deux dans son bureau et il nous a dit très solennellement:
vous n'avez pas le choix, vous devez faire des études et vous devez avoir un métier. Et en fait, il nous disait ça parce qu'il avait vu sortir de son bureau une femme qui était en instance de divorce, qui avait arrêté ses études et qui se retrouvait du jour au lendemain sans rien. Et c'est quelque chose qui m'a énormément marquée, c'est-à-dire que les femmes ont besoin d'autonomie et donc il faut qu'elles avancent. On n'a pas le choix. Donc je trouve que vraiment c'est une parole d'homme. De la même façon qu'hier, en discutant sur ce débat, je parlais avec mon associé Gilles Auguste, qui a fondé le cabinet dans lequel je travaille, et je lui ai dit, mais pourquoi as-tu laissé, on a une managing partner au sein du cabinet, il y a beaucoup de femmes qui sont associées, et je lui ai dit, qu'est-ce qui fait que chez Auguste et Debussy, les femmes aient cette place? Et il m'a dit, je ne me suis jamais posé la question, et en fait, je ne pense pas qu'un homme et une femme raisonnent différemment. Et donc, pour moi, il n'y a pas de question. Vous êtes là, vous êtes bonne, vous travaillez bien, vous avez envie de vous battre. Et c'est ce qui explique que vous ayez la place que vous avez au sein du cabinet. Mouna, Seperi, est-ce qu'il faut... C'est drôle parce que moi, c'est ma mère qui m'a dit ça. Ma mère m'a toujours dit, vous savez, moi je suis d'origine iranienne, hein, ma mère m'a toujours dit, mais d'abord on a été élevés quand même dans une famille, c'est vrai, on ne faisait pas de différence garçon et fille. Garçon et fille, on devait faire des études, on devait, voilà. Mais ensuite, ma mère m'a toujours dit, écoute ma fille, bon, tu vas faire des études, etc., mais quel que soit le mariage que tu feras, quelle que soit ta situation, etc., il faut que tu sois indépendante. Il ne faut pas que tu dépendes de quelqu'un parce que tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait, tu ne sais pas comment les gens peuvent évoluer. Donc, il faut que tu puisses toujours être indépendante. Et pour être indépendante, il y a deux choses que personne ne pourra t'enlever, ni une révolution, ni un mauvais mari, ni un. Et j'ai un très bon mari. Qui est ici? Non, qui est pas là malheureusement parce qu'il est avec il garde mes deux garçons, il est avec mes deux fils. Mais ma mère m'a dit, il y a deux choses qu'on ne pourra jamais t'enlever, et je pense que c'était vraiment plus par rapport au contexte qu'on a vécu là, en Iran. Il m'a dit, il y a deux choses que personne ne pourra t'enlever, ça sera ton éducation et tes études. Et comme ça, dans la vie, tu auras le choix, parce que c'est le ticket pour la liberté. Est-ce que je peux réagir? Parce que pour moi, ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire les mères qui vous disent il faut avoir des diplômes et faire des études pour être indépendante, pour moi, ça n'est pas la même chose que la question qui était sur la confiance en soi. C'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir fait des diplômes et des études et ne pas avoir cette confiance en soi qui vous dit tu peux y aller et tu peux obtenir quelque chose de difficile. Voilà. Je me permets de juste faire un constat. Question suivante. Alors bonjour, moi c'est Zoé de l'EPITA aussi. Donc on va un peu dériver, mais il y a des études qui sont sorties récemment disant que les entreprises dirigées par les femmes marchaient en moyenne mieux que celles dirigées par les hommes. Mythe ou réalité? Ça c'est une autre question, mais selon vous, si on part du postulat que ces études ont été bien menées, pourquoi ces entreprises marchent mieux? Est-ce que c'est parce que les femmes ont dû faire preuve de plus d'audace pour arriver là et que du coup elles sont peut-être plus légitimes à ces postes, ou pour d'autres raisons que vous voyez? Muriel de Saint-Sauveur, peut-être vous qui êtes directrice de la diversité du groupe Mazars. Ces études montrent que les entreprises dans lesquelles il y a 30% de femmes dans le management et au minimum 3 femmes dans le conseil d'administration ont une meilleure rentabilité. Elles ne sont pas forcément dirigées par les femmes. Mais que lorsque vous avez un certain nombre minimum de femmes qui ont la capacité de s'exprimer et d'agir, vous avez une diversité qui fait que vous avez une meilleure rentabilité. Donc ça n'est pas uniquement une entreprise dirigée par des femmes, parce que je ne pense pas qu'une entreprise dirigée par des femmes soit meilleure que dirigée par des hommes. Déjà, est-ce qu'il y en a tant que ça? Pas tellement, non. J'ai pas de réponse là à donner. J'entendais quelqu'un qui disait quelque chose, mais j'ai mal entendu. Pardon? IBM. Oui, non, mais il y a des entreprises qui ont une femme dirigeante. Mais dirigées uniquement par des femmes, j'en vois pas. Il y a des femmes qui ont des postes importants, mais bon, simplement, je pense que c'est la diversité des deux qui fait que, et si vous êtes une seule femme dans un conseil, mais là, Mouna peut donner son avis, vous n'avez pas le poids
Donc il faut un seuil minimum. Et ce seuil minimum, à ce moment-là, atteint, vous avez un poids pour faire changer les choses, pour donner votre avis. Et là, l'entreprise est meilleure. Et pourquoi, selon vous, alors? Comment explique-t-on ça? Le fait qu'il y ait... Parce que je pense que vous avez un individu, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit d'une culture, s'il est tout seul multiplié par X clones, il va penser de la même façon. Donc il y a une diversité indispensable aujourd'hui, dans un monde divers, d'avoir des gens qui ont des origines différentes, qui ont des sexes différents pour penser différemment. Je pense qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas diriger avec ce qui a été le cas pendant très longtemps, avec un clone ou d'homme ou de femme. Là-dessus, pour moi, c'est assez identique. Mouna? Je pense aussi, vous avez absolument raison, c'est d'abord une question de diversité. Parce que la diversité apporte de la richesse, parce que lorsqu'une question, une difficulté est posée, si vous avez des clones dans la salle, ben, ils voient ce problème tous de la même façon. C'est ce qu'on appelle, nous, dans l'industrie automobile, dans notre jargon, on appelle ça les angles morts. C'est-à-dire que tous les jours, on vit d'une certaine façon, on fait un certain nombre de tâches, on fait un métier depuis longtemps, etc. Et puis au bout d'un certain temps, on ne voit plus les angles morts. Alors dans la conduite, c'est très dangereux parce que ça peut vous pouvez avoir des accidents. Et puis dans la vie, c'est embêtant parce que vous pouvez passer à côté de beaucoup d'opportunités. À la fois avec des dangers que vous ne pouvez ne pas voir également, mais aussi des opportunités que vous ne voyez plus parce que vous êtes dans votre habitude et dans ce que vous faites tous les jours. Le fait que vous mettiez des gens différents autour d'une table, alors c'est pas seulement une question d'homme-femme, ça en fait partie, mais également d'âges différents, de formations différentes, de cultures différentes, fait que les gens autour de la table voient le problème avec des angles différents et donc pour voir plusieurs facettes d'un même problème et surtout peuvent proposer des solutions très différentes et parfois très innovantes. Alors que si vous aviez des clones dans la même salle, ben généralement vous vous retrouvez toujours avec les mêmes solutions. Alors est-ce que les entreprises où il y a plus de femmes sont meilleures? C'est vrai qu'il y a des statistiques qui le montrent, mais je pense que c'est aussi d'abord pour une raison qui est que pour cette raison de diversité. Pour la raison aussi que notre société est faite de telle façon que c'est vrai que les femmes sont, dans la vie professionnelle, dans un certain nombre de métiers, obligées de faire preuve d'audace, en tout cas de persévérance et de courage. Et une fois que vous êtes passé par là, généralement, vous êtes aussi plus ouverte. C'est-à-dire que vous dites finalement, moi je vais donner la chance à chacun, selon ses compétences et selon ce qu'il sait faire, et ne pas regarder ce qu'il est, et je vais le juger pour ce qu'il fait. Généralement, je demande toujours à mes patrons, s'il vous plaît, ne me jugez pas pour ce que je suis, jugez-moi pour ce que je fais. Donc, je vais essayer d'appliquer ça aussi aux autres. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on obtient de meilleurs résultats. La réponse vous va? Alors, prochaine question. Bonjour, Marlène da Silva, dernière année à l'EPITA. Donc, la femme audacieuse, c'est un peu la nouvelle image donc, de la femme d'aujourd'hui. Et elle peut être mal perçue par certaines personnes, hommes ou femmes. Et j'aimerais savoir si vous avez des conseils à donner aux jeunes femmes qui essayent d'être audacieuses, et plus particulièrement pour celles qui essayent d'entrer dans un monde entre guillemets d'hommes. Donc, pour citer un exemple, dans notre école, la dernière promotion, elle est composée uniquement que de 4% de filles en 2014, ce qui est quand même un peu choquant vu la période dans laquelle on vit, et j'aimerais avoir vos conseils là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se lance? Marie-Hélène Bensadoun? Oui, moi je veux bien peut-être l'évoquer à travers un exemple, l'exemple que je vis au jour le jour lorsqu'il faut faire preuve d'audace. J'interviens en droit du travail sur des questions de restructuration. Ça veut dire en fait que je conseille mes clients pour mettre en place des plans sociaux, souvent d'importantes entreprises, et donc je suis confrontée souvent à un milieu d'hommes. Et le fait d'être une femme qui va venir leur expliquer comment on va mettre en place une restructuration dans l'entreprise, pour certains d'entre eux, en tout cas, ça constitue parfois une sorte on va douter du conseil qui va être donné, d'autant plus que
pour ce qui me concerne, j'ai une petite voix, j'ai un côté juvénile pour traiter des questions qui sont quand même des questions très très sérieuses. Et donc pour faire passer le message, ça a été très difficile d'arriver à... J'avais envie de faire ce métier, j'avais envie de faire du conseil en restructuration et j'avais pas le physique de l'emploi. Et donc il a fallu vraiment que j'apprenne à jauger mon interlocuteur. Et je pense qu'on ne peut pas faire preuve d'audace si avant de se lancer, on n'a pas eu une réflexion sur qui on a en face. Et on ne va pas conseiller une entreprise ou un entrepreneur de la même façon. Ça va vraiment dépendre de l'interlocuteur qu'on va avoir. Il y a des interlocuteurs qui vont vouloir avoir affaire à une femme fonceuse qui va leur dire voilà, la solution c'est ça, ça, ça. Il y en a qui n'ont pas envie d'entendre la vérité et donc il va falloir les amener à l'accepter. Alors qu'on soit un homme ou une femme, il faut avoir ce pouvoir de conviction pour amener vos clients, en ce qui me concerne, à prendre des décisions, les accompagner dans la décision. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, moi je vends de l'audace, je le fais différemment en fonction de mon interlocuteur et aussi en prenant en considération qui je suis et la façon dont je vais passer auprès de mes clients. Comment faire preuve d'audace quand on est dans un milieu essentiellement masculin ? 4% de filles, c'est vrai que c'est effrayant. Alors, je pense qu'il faut quand même qu'on reprenne la question, qu'est-ce que c'est que l'audace ? Parce que dans une entreprise, vous avez des audacieux et des ambitieux. Ce n'est pas la même chose. L'ambitieuse va rêver d'avoir tel poste, va rêver d'être la dirigeante. L'audacieuse, elle va créer quelque chose. Elle va créer son poste, elle va créer des nouveautés, elle va c'est idiot ce que je viens de dire, elle va forcément créer des nouveautés, elle va aller au-delà des règles. Et pour cette personne... Elle va sortir des normes. Elle va sortir des normes, et la pire phrase qu'on puisse dire à l'audacieuse, c'est « on a toujours fait comme ça ». Bon. Donc déjà, il faut savoir si vous êtes audacieuse, si vous voulez être audacieuse, ou ambitieuse. Ambitieuse, vous en avez à tous les étages, dans toutes les entreprises. Et chacun se fait des petits ennuis pour que le meilleur gagne. Bon, malheureusement, c'est la vie partout, pas uniquement dans l'entreprise. Oui. C'est la vie. C'est la vie. L'audace, c'est assez différent parce qu'il faut que vous puissiez convaincre que votre idée est novatrice et a de l'intérêt. Et pour cela, je pense qu'on a créé, et nous en faisons, et j'en fais chez Mazars, des trainings auprès des jeunes filles pour leur expliquer comment il faut comprendre les codes de la personne en face, les codes masculins de l'entreprise, et comment, en les comprenant, vous allez pouvoir les dépasser et savoir les utiliser en étant vous-même. Et en essayant de vous dire que tout est possible. Surtout ne pas rester dans le symptôme, la fille qui n'ose pas, la fille qui ne veut pas. Si vous voulez faire des choses et si vous voulez être audacieuse, vous allez avoir des jaloux et des critiques. Eh bien, intégrez-le, comprenez-le, sachez-le d'avance. C'est ça que je fais dans les trainings pour les jeunes femmes. C'est sortir des convenances, sortir des règles. Oui, c'est le savoir, c'est comprendre d'avance. Brigitte Lefebvre, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, forcément, Muriel. Non, mais ce que je veux dire, je crois que je reviens à l'audace parce qu'on mouline un peu, quoi. C'est normal, parce qu'on revient vraiment à des problèmes féminins. Bon. Puis vous dites la femme, l'audace. Hein. Moi, je pense que l'audace, c'est sortir de soi. C'est vraiment ça. C'est sortir de soi, c'est un seul coup avoir une espèce de pulsion comme ça. Alors, c'est l'inconscience. Si je reviens, je suis un peu obsessionnel. S'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de courage, s'il n'y a pas de pensée, puis un seul coup, paf, on est audacieux. Et là, à ce moment-là, qu'il y ait des mecs, pardon, ça aurait été trivial, qu'il y ait des hommes, pas des homosexuels, des trucs, on s'en fiche, c'est pas là que ça se passe. C'est le travail que vous avez fait, c'est le courage que vous êtes donné, et d'un seul coup, paf, c'est l'audace, c'est cette espèce d'étincelle, ce qui peut pas durer tellement longtemps finalement, parce qu'il faut la renouveler, et puis il faut la nourrir aussi de nouvelles ambitions, pas comme les ambitieuses, mais comme cette ambition d'être et de faire pour les autres aussi. Moi, je ne me suis jamais tellement souciée de ça. En revanche, j'ai remarqué, j'ai remarqué que tant que j'ai bossé, par exemple, à l'Opéra de Paris, je n'ai pas du tout senti homme-femme, machin. Et puis, quand j'ai quitté, je quittais le 1er novembre, tout le monde disait « Alors ça va ?» comme ça, avec un air. Alors que ça va hyper bien.
et que j'ai l'audace ou la force de pouvoir faire de la mise en scène, d'être présidente de conseil d'administration, d'être directrice d'un festival. Et pourquoi j'ai cette audace? Parce que pour moi, c'est pas l'audace, c'est simplement de ce socle, de ce courage, et que ce soit des hommes, des femmes, ça m'est absolument égal. Brigitte, je ne voulais pas dire que l'ambition était négative. Je voulais juste faire la différence entre ambition et audace. Je ne m'opposais pas à vous. Mais il faut être ambitieuse aussi. Et sortir de soi, Mouna, vous vouliez dire quelque chose? Oui, absolument. Qu'est-ce que l'audace? C'est une conquête personnelle. Hein. C'est une conquête personnelle. C'est-à-dire, vraiment, quand vous dites sortir de soi, et vous avez dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que vous avez demandé un conseil. Moi, je vais vous donner un conseil très pratique. C'est quelque chose que l'expérience m'a apprise. C'est d'abord, il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même. Il ne faut pas essayer de singer les codes des uns et des autres. Il faut les comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'il faut bien comprendre où on met les pieds, etc. À qui on a affaire. Et puis à qui on a affaire. Ça, c'est très important. Donc, je n'ai pas participé à vos formations, mais finalement, je me rends compte que inconsciemment, c'est ce que j'ai appliqué. Et puis, je vais vous donner un exemple. Il faut rester soi-même et puis finalement essayer de faire de quelque chose que certains peuvent considérer un handicap, un avantage. Moi, au début de ma carrière, j'ai fait beaucoup de négociations. Et dans les négociations, surtout quand on est aussi plus jeune, on se retrouve face à d'autres négociateurs, notamment de cultures très différentes. Il m'est arrivé de négocier avec des Coréens, avec des Indiens, avec des Chinois, des Japonais, des Iraniens. Donc c'est des cultures très différentes. Et généralement, vous êtes la seule femme dans la salle. Donc moi, personnellement, j'ai toujours refusé de singer qui que ce soit. Je suis restée moi-même. Et puis c'est vrai qu'après, il y a aussi une sorte de condescendance. Quand vous êtes une jeune femme et que vous arrivez dans ce genre de... On vous regarde un peu de haut. Alors, l'expérience m'a appris qu'au lieu de m'énerver, finalement, je devrais en profiter. Parce que le temps que mon adversaire en face comprenne que finalement, je pouvais être un redoutable adversaire, eh ben, j'aurais pris des kilomètres d'avance. Et le jour où il se rend compte, il va ramer pour me rattraper. Donc, profitez-en de votre look et de votre féminité, pas pour l'utiliser à mauvais escient. On ne vous considère pas comme un adversaire à la hauteur. Soyez pratique. Vous prenez de l'avance et puis au bout de 2, 3, 4 semaines, ils comprendront qui vous êtes et alors là, ils s'en mordront les doigts. Restez vous-même. Encore une ou deux questions du panel avant de passer la parole à la salle. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Laurence, je viens de l'ISIT où j'étudie la communication et la traduction. Et en fait, j'aimerais savoir qui, selon vous, dans l'histoire ou dans l'actualité, est le meilleur exemple finalement de l'audace conjuguée au féminin, même si j'ai bien compris que c'est pas une valeur féminine ou masculine. Mais j'aimerais quand même vous poser cette question-là, peut-être quelqu'un qui vous a inspiré. Une femme audacieuse qui vous aurait marqué aujourd'hui ou hier? Je crois qu'on a toutes des réponses qui vont être par rapport à notre rêve, ce qu'on a voulu devenir ou notre vie. Moi, je vous ai parlé de Malala Yousafzai parce que pour moi, c'est mon héroïne actuelle. Mais si je regarde dans les femmes d'une génération précédente, je peux considérer que l'écrivain Colette ou François Sagan étaient pour moi des femmes audacieuses parce qu'elles ont dépassé les règles de leur vie. Mais vous allez avoir d'autres réponses, je crois. Brigitte Lefebvre. Lucie Aubrac. Grande résistante. Merci pour elle. Merci pour elle. Grande résistante, et je crois que c'est ça aussi qu'on doit être, mais pas pour résister, mais pour profiter de ce que croit être la force de certains. Art martial. Alors moi j'ai en tête une femme audacieuse que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Lucia Irachi et qui est la présidente d'une association qui s'appelle Joséphine pour la beauté des femmes. Lucia a créé cette association pour permettre aux femmes qui sont dans des situations de précarité d'apprendre à se réapproprier leur image pour pouvoir justement retrouver et réaborder le monde du travail. Et c'est très important parce qu'on parle beaucoup ici de femmes qui travaillent dans des entreprises, qui peuvent bénéficier de réseaux féminins, qui peuvent bénéficier de coaching, qui peuvent bénéficier de beaucoup d'aide finalement, mais on oublie les femmes précaires qui sont en situation de précarité et ces femmes-là, il faut vraiment les aider. Et on n'aura plus à se battre sur l'égalité homme-femme quand ces femmes-là auront elles aussi une véritable écoute et qu'elles pourront se payer le luxe d'être audacieuses, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc pour moi, Lucia Irachi est une femme audacieuse et à laquelle je voulais rendre hommage. Et je vois qu'il y a Aude de Thuin aussi dans la salle, et Aude de Thuin est pour moi
une grande femme audacieuse. Voilà. Enfin, Mouna Seperi. Oui, alors il y a beaucoup d'exemples de femmes audacieuses, ne serait-ce que toutes les femmes qui sont là aujourd'hui, ou Aude de temps. Moi, je voudrais prendre aussi l'exemple de toutes ces femmes au quotidien. Vous savez, c'est vrai qu'on dit qu'au finalement, être femme, par exemple dans l'industrie automobile, dans un certain nombre de métiers, est peut-être un peu plus difficile, c'est vrai. Mais en faisant, par exemple, ce programme pour les femmes chez Renault, je me suis rendu compte quand même que c'était des problèmes bien plus faciles à gérer que, par exemple, une femme chez Renault qui travaille dans une usine et qui est chef d'atelier, qui entre chaque matin et qui se retrouve en face d'elle avec 400 ouvriers sur une chaîne qui la siffle quand elle passe, qui disent parfois des trucs pas très sympas dans son dos. Donc je veux dire, sa situation est bien plus difficile que la nôtre. Et puis aussi, dans un certain nombre de pays, quand on voit ce que les femmes vivent, donc voilà. Alors moi, je voulais emprunter une phrase qui m'avait toujours beaucoup frappée, justement en pensant à ces femmes-là. Et on voit aujourd'hui que, je sais pas, on a l'impression quand même qu'il y a un regain d'agressivité et de violence envers les femmes quand on écoute l'actualité dans un certain nombre de pays. Et c'est Olympe de Gouges qui, pendant la Révolution, avait défendu le droit des femmes, précurseur, hein, bien avant nous, avait défendu le droit des femmes et s'est battue contre l'esclavage, qui avait dit une très belle phrase. Elle disait, si elles ont le droit de monter à l'échafaud, elles doivent aussi avoir le droit de monter à la tribune. Donc j'ai envie de dire ça dans tous ces pays. Si on a le droit de les lapider ou de les maltraiter, on doit aussi leur donner le droit de monter à la tribune. Une dernière question pour la route avant de laisser la parole aux les filles. Non, on en a fait le tour. Moi j'en avais une dernière. Quelles sont les limites de l'audace féminine, si elles existent ? Est-ce que ce sont les femmes qui sont leurs principales limites ? Est-ce que c'est l'environnement ? Est-ce que ce sont les hommes ? Muriel ? Je pense que ça peut être les barrières que l'on se met soi-même, les boîtes dans lesquelles on s'enferme. Parce qu'on pense qu'on ne peut pas faire ça, parce qu'on pense qu'on doit correspondre à l'image que la société aujourd'hui nous impose. Je pense qu'il y a une pression sociale excessivement forte sur tout le monde, mais excessivement forte sur les femmes en particulier. Ce qui est totalement inacceptable. Et les femmes doivent être aujourd'hui des mères absolument parfaites. Il faut aller chercher ses enfants à l'école. Enfin, c'est absolument invraisemblable. Ce qui est demandé aux femmes, il faut être une professionnelle extraordinaire. Et en plus, il faut accueillir son mari le soir en décolleté. Bon, qui est capable de faire ça et quel homme est capable de faire la même chose? Personne. Donc il faut que les femmes se sortent de ces obligations. Est-ce que le mari de Brigitte Lefebvre voit sa femme en décolleté le soir? Bon, il y a mon mari aussi dans la salle, il ne voulait pas que je le dise, on va lui poser la question. Mais je crois qu'il y a une pression, il faut allaiter, enfin, laissons les femmes libres d'être elles-mêmes comme on laisse les hommes. Donc je pense que là, il faut se libérer de ça. Monsieur Lefebvre, tu vois que vous avez... Il ne s'appelle pas Lefebvre en plus. Non. Justement, c'était pour changer. Non, on va je pas ne le faire m'appelle pas. Non, je mais ne n'interviens m'appelle pas pas, Monsieur Lefebvre. Je m'appelle Olivier Meyer. Et il se trouve que les danseuses de l'opéra gardent leur nom éternellement et en réalité ne s'appellent jamais Madame. C'est Mademoiselle. Quelle audace cette intervention. Et donc c'est une audace. Et donc, merci monsieur, merci. J'ai été tout à fait habitué, et quand à vous écouter, c'est vrai que d'une certaine manière, l'intelligence, l'audace, évidemment, vous appartient comme à nous. Et on a quelquefois un petit peu de mal, je dois dire, à trouver notre place, nous, en tant qu'hommes, vis-à-vis de vous. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé, d'une manière un peu provocatrice, de dire, comme vous êtes finalement, quand même, quelquefois, j'espère, amoureuse, vos réactions peuvent s'expliquer par la relation que vous avez avec les autres, y compris avec les hommes, et pas seulement avec les femmes. Donc voilà, c'est ça le... Voilà.
Chère Brigitte, un Mais, débat animé ce soir à la maison devant le match. Tout ça devant le Classico. En ce qui concerne le décolleté, il n'y a pas de décolleté le soir à la maison. Il y a simplement une femme adorable, charmante et belle. Voilà. Oh. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Moi, je voulais réagir à l'audace. Je crois qu'il n'y a pas de limite à l'audace. Il n'y en a pas. Et si on commence à se dire ce qui est vrai, eh ben, il ne faut pas y penser. Moi, je crois que l'audace, d'abord, ça s'appuie sur une très grande franchise. Mon mari vient de faire la preuve. Non, ça s'appuie sur une très, très grande franchise par rapport à soi-même. Mais une franchise qui n'est pas idiote. Une franchise qui intègre tout ce que vous avez dit très bien. Moi, j'ai beaucoup appris et presque compris. Mais je crois que ça s'appuie quand même sur une très grande franchise qu'on a envers soi-même, ce qu'on a appris. Mais il n'y a pas de limite. Et quand on m'a demandé, Sylvain m'a dit, tiens, tu devrais faire ça, je me dis, oh là là, mais quelle audace, d'oser parler de l'audace. Mais je pensais, vous parlez d'Olympe, moi je parle de Danton, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Il n'y a que comme ça qu'on peut parler de l'audace. Sinon, c'est une espèce de folie comme ça. Et puis, nous, on doit être hyper audacieuses, les filles, vraiment, je crois, tout le temps. Mouna Seperi, juste une question. Vous pensez qu'on est des gâtés de l'audace, nous, ici? Oh non, absolument pas. C'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est toujours bien aussi de regarder vers celle vers qui il faut. Ce qui se passe ailleurs. Exactement, il faut tendre la main. Non, on n'est pas des gâtés de l'audace. En tout cas, dans la vie professionnelle, je pense que la plus grande limite des femmes, c'est celle qu'elles s'imposent à elles-mêmes. C'est parce que par manque de confiance, les convenances, la société, la culture. Donc, vous avez dit, mesdames, tout est possible. Effectivement, tout est possible pour une femme dans n'importe quel métier. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi, encore une fois, vous dites, il faut faire des métiers formidables, être une maman, être belle le soir. Mais après, il faut avoir envie aussi. C'est-à-dire, il faut se faire plaisir. Ce n'est pas une obligation que de faire tout ça. Si vous en avez envie, tout est possible. Il faut avoir confiance en vous. Marie-Hélène Bensadoun, Mouna parlait de parfois on n'a pas assez de confiance en soi, parfois trop de confiance aussi nuit. Un excès d'audace. Certainement, mais c'est exact. Enfin, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir que il faut savoir jauger, quoi. Il faut prendre du recul. Moi, je ne pense pas que l'audace soit quelque chose que l'on ne doit pas maîtriser. Donc, l'excès d'audace, ça devient parfois de l'irresponsabilité. Un juste milieu. Alors, la parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Oui, bonjour. Justement, pour rebondir sur l'audace, par rapport au fait que Muriel de Saint-Sauveur parlait de l'ambition ou de l'audace, est-ce que, par rapport à ce que disait le mari de Madame Lefebvre, il disait que des fois qu'ils ont du mal à s'adapter, que la société a changé par rapport au féminisme, notamment en 68, que justement le paradoxe, c'est que la France, bon, vous disiez, certaines femmes en politique ont beaucoup de mal à s'imposer, qu'on a vu que la société française n'est pas encore adaptée à qu'il y ait une femme présidente ou à des responsabilités, et que le paradoxe, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de femmes présidentes, et qu'il y a des sociétés occidentales qui ont du mal à s'adapter et qui ne sont pas encore prêtes à ça, et qu'il y a des sociétés qu'on dit macho, entre guillemets, qui s'adaptent, et que donc il y a plus de... Et qu'on dit justement, enfin des spécialistes disent que c'est les femmes qui peuvent aider au Maghreb justement certaines choses, qu'on donne les microcrédits, et que même en Chine, on s'aperçoit que la femme peut amener plus de douceur dans la société. Et que, donc, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez par rapport au fait qu'il y a certaines sociétés qui ne sont pas encore adaptées, et donc l'audace est un point de vue de société ou de période face à ça, quoi, voilà. Peut-être ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que l'audace, effectivement, dépend un petit peu du lieu où on se trouve, de l'époque où l'on se trouve. Oui, c'est ce que j'évoquais quand, dans l'introduction, je donnais les réponses qui ont été données par 2500 femmes sur l'audace. La femme africaine qui dit mon action audacieuse a été de fuir mon pays pour que ma fille ne soit pas excisée n'a aucun rapport avec la jeune japonaise qui répond mon action audacieuse a été d'affronter la police. Donc forcément elles sont différentes, mais ce que vous vouliez dire, si je comprends bien votre question, c'est aussi que les stéréotypes hommes-femmes ne sont pas du tout les mêmes aujourd'hui dans les cultures des différents pays. Quand vous citiez la Chine, si vous êtes une petite fille, il n'est pas sûr que vous soyez éduquée.
Mais si vous êtes éduqué en Chine et si vous sortez d'une famille qui va vous donner les moyens, il sera beaucoup plus facile en Chine d'être présidente d'une grande société qu'en France. Peut-être ça, ce que vous posiez comme question. Madame parlait aussi de politique. Moi, il y a un fait qui m'a frappée. Quant à la rentrée, plusieurs ministres ont démissionné. On a dit d'Arnaud Montebourg, il démissionne. On a dit d'Aurélie Filippetti, elle démissionne parce qu'elle est avec Arnaud Montebourg. C'est vraiment la preuve qu'on perçoit très différemment l'action d'un homme et d'une femme. Ils sont tous les deux ministres, ils sont tous les deux, mais un démissionne pour des questions politiques, l'autre, clairement, on explique cela par un fait privé, d'ordre privé. Oui, je considère que la France est encore très très machiste. Regardez les réflexions que les hommes politiques font à l'Assemblée sur les femmes. Enfin, nous sommes en 2014. Donc, et vous avez des situations en France que certaines femmes dans le monde entier ne vivent pas. Alors, en revanche, vous êtes tout à fait libre, vous avez des vies agréables, vous avez des facilités pour éduquer les enfants. Donc, les difficultés ne sont pas les mêmes. Je crois que c'est ça aujourd'hui, parce que les stéréotypes et la culture n'est pas la même en fonction des pays, sur ce qui est masculin, sur ce qui est féminin et sur le pouvoir de chacun. Mouna Seperi, je vous entendais acquiescer, oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas du tout les mêmes stéréotypes. C'est pas les mêmes stéréotypes. Et ce que vous disiez sur la France, ça s'applique aux femmes, mais peut-être ça s'applique aussi un peu à toute la société. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte quand même que pour prendre ce qu'on ne vit pas dans des pays anglo-saxons, c'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, vous pouvez faire un master de littérature et puis terminer président d'une société. En France, c'est impensable. Il y a beaucoup de stéréotypes encore. On est un peu en retard de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a une filière d'excellence, ou deux. Et puis alors c'est ça ou rien d'autre, hein, parce que quel que soit vos talents, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir pris cette filière dès le départ, hein, c'est extrêmement difficile d'atteindre les sommets. Donc je pense que c'est un peu même au-delà d'homme-femme. C'est une question de formation et d'éducation. C'est vraiment une question de formation et d'éducation. Ce qui est assez frappant, c'est de voir le rôle qui est donné à la femme dans l'enseignement de l'histoire en France. On a commencé à vraiment parler du rôle de la femme dans l'histoire de France à partir de 1990 sur la base des travaux de Georges Duby et de Michel Perrault sur les femmes et l'Occident. C'est quand même assez hallucinant. C'est quand même étonnant. Donc si à partir du moment où, pour être audacieuse, il faut évidemment avoir reçu une éducation au sens large du terme, à la fois familiale, mais également à travers l'école et l'université, qui va permettre aux femmes de prendre conscience de ce qu'elles sont et de leurs forces. En France, c'est quand même très, très récent. Une autre question dans la salle? Bonjour. Bonjour. Ah, un garçon. Et c'est pas le mari de Brigitte Lefebvre? Non, je crois pas. Enfin, ouais. On se connaît pas, Brigitte. Je vous en prie. Déjà, moi, je voulais vous remercier parce que je trouvais que le débat n'était pas du tout clivant. En tant que garçon, on ne se sent pas du tout exclu. Au contraire, moi, je suis un garçon qui... C'est pas l'idée, je suis un homme qui aime les femmes, qui aime les hommes. Donc, en principe, voilà, la boucle est bouclée. Donc, j'aime pas du tout les féministes et j'aime pas le combat qu'on fait et la non-égalité qu'on nous impose. Ça m'a inspiré, effectivement, vos débats. Deux choses. Une phrase de Françoise Giroud en 83 qui disait qu'effectivement, l'égalité homme-femme sera atteinte le jour où on nommera à la tête d'une entreprise une femme incompétente, une femme incompétente, totalement incompétente. Et ça m'avait pensé à une phrase que j'ai écoutée d'une autre entrepreneuse française qui s'appelle Céline Lazorte, qui est une jeune femme entrepreneuse qui a créé une société qui s'appelle Litchi, et à qui récemment on demandait qu'est-ce que vous entendez quand on vous dit c'est quoi une femme entrepreneuse. Et elle dit je ne sais pas, je n'ai jamais été un homme. Donc je trouve que la boucle est bien bouclée là-dessus. Et la question que je voulais vraiment vous poser au niveau de l'audace, c'est est-ce qu'il y a une obligation aujourd'hui pour les femmes d'être audacieuses dans les entreprises notamment, alors que certains hommes, effectivement, arrivent à des postes sans aucune audace, voire même au fin fond de la non-audace. Est-ce que vous, c'est une obligation, on parlait de non-obligation tout à l'heure, est-ce que justement, c'est une obligation pour la femme d'être audacieuse pour réussir, en fait? Qui veut répondre? Muriel qui s'y colle. Je ne sais pas si c'est une obligation, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il va falloir que vous travailliez, si vous êtes une femme, travailler plus pour arriver au même résultat. Et peut-être gagner moins et trouver votre place. Donc, est-ce que c'est l'audace qui va être indispensable? Je pense que oui, parce qu'il faut trouver des moyens détournés pour arriver au même résultat. Et là-dessus, c'est aussi
un syndrome des filles de ne pas savoir demander. Dans une entreprise, il faut demander. Moi, j'ai entendu un jour une chef d'entreprise dire « mais si on ne me demande pas, je ne donne pas d'augmentation ». Bon, c'était un peu exagéré, mais néanmoins, il faut demander. Et la femme n'a pas pris l'habitude de demander. Donc c'est là où elle doit faire preuve d'audace, demander, aller, prouver que vous êtes capable, mais ne vous dites pas non plus, il faut que je sois une experte à 120%. Il y a des études qui montrent que lorsqu'on vous propose un nouveau job, l'homme répond oui alors qu'il a 60% de l'expertise et la femme ne répondra oui que si elle en a au moins 100%, voire 120%. Mais non, il faut y aller. Donc ça fait preuve de l'audace, oui. Brigitte, oui, moi, je trouve qu'en dehors même du fait de demander une augmentation ou un changement de poste et autre chose, moi je pense qu'il y a une griserie de l'audace. Je pense qu'il y a un plaisir de l'audace, on le ressent, c'est comme une chose. Et moi je voudrais m'arrêter à ça, à cette sensation. Je ne sais pas si je suis audacieuse, mais j'aimerais beaucoup l'être. Hein. Non, c'est vrai, parce qu'il y a une griserie. Et puis je pense que si un homme n'est pas audacieux, moi je le plains beaucoup, quoi. Parce qu'il y a différentes façons d'être audacieux. Ce n'est pas uniquement dans le monde de l'entreprise. Donc, bon, c'est pas très intéressant ce que je dis, mais si, mais c'est la griserie de sortir de soi, c'est ça dont vous nous parliez. Oui, il y a la griserie de l'audace, et si on dit, bah oui, une femme, elle doit être audacieuse pour réussir, j'ai bien compris que c'était pas ce qu'on voulait dire seulement pour demander de l'argent, rien. Puis le type, alors il n'est pas audacieux, mais il devient le patron, mais oh là là, il doit être très inquiet. Enfin, je sais pas. Moi, il y a une griserie de l'audace, il faut vraiment qu'on le soit tous, mais pas toutes, tous, quoi. On en a vraiment besoin en ce moment, je crois. C'est la griserie de faire quelque chose qu'on ne se croyait pas capable de faire, hein. Comme ici même. Pour illustrer vos propos, moi, il y a quelque temps, je discutais avec un DRH et il me disait, vous savez, madame, moi, quand je propose un poste intéressant, important à un homme, généralement, la réaction, c'est « merci beaucoup, ça fait longtemps que je l'attendais, vous allez voir comme je vais être excellent ». Et je propose le même poste à une femme qui est au moins tout aussi compétente. Et généralement, la première réaction, c'est « mais vous êtes sûr que je vais y arriver ?» Vous êtes sûr? Mais c'est vrai, parce que ça, c'est ce que je disais, c'est la limite qu'on s'impose soi-même. Mais je crois que la question était « faut-il être monsieur audacieux ?» Oui. Oui, il faut l'être. Il faut l'être, hein. Il faut l'être. Moi, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai fait, mais il y a une chose que j'ai constatée. En fait, deux choses que j'ai constatées. C'est que lorsque vous grimpez à un certain niveau, même les hommes les plus sympas, alors pas tous, mais un certain nombre, là, ils commencent vraiment à vous considérer comme une rivale d'autant plus insupportable qu'ils ne vous attendaient pas là. Et puis ensuite, c'est drôle parce que, vous voyez, un homme est porté par sa carrière. Moi, à chaque étape, j'ai eu l'impression que je commençais à zéro. On avait complètement oublié tout ce que j'avais fait. Et il fallait refaire ses preuves comme si j'étais une débutante. Ce qui ne me dérangeait pas, mais il faut effectivement faire preuve d'audace, travailler plus, c'est vrai, et faire preuve de ténacité. Ça, c'est vraiment un constat de terrain que je vous donne. Merci beaucoup. Une autre question? Bonjour, madame. Bonjour, ce n'est pas une question. Pour sortir du monde de l'entreprise, tout à l'heure, vous parliez des femmes qui avaient eu de l'audace et j'aimerais nommer Madame Simone Veil qui s'est battue pour le droit à l'arrêt de grossesse et qui n'était justement pas poussée. Elle s'y est mise et ça a été pour moi quelqu'un de formidable, qui est quelqu'un de formidable. Comme femme audacieuse, je pense. Merci, madame. Je crois que nous sommes tous et toutes d'accord avec vous. Une autre question, j'ai vu par là, voilà, beaucoup de garçons. Est-ce que les fémènes ont de l'audace? Ah, excellente question. Qui veut s'y coller? Est-ce que les fémènes ont de l'audace ou est-ce qu'elles ont un bon sens de la com? Les deux. Pour vous, Muriel de Saint-Sauveur? Oui, les deux. Parce qu'il faut savoir que là-bas, elles ont joué avec leur vie aussi. Hein. C'est pas. Oui, mais il faut comprendre plus, leur background. Elles viennent de l'Ukraine, dans un pays hyper catholique, hyper traditionnel, hyper machiste. Je suis ni en train de trouver ce qu'elles font fantastique, ni en train de le critiquer. Mais si c'est simplement un avis, je considère que oui, elles ont de l'audace. Marie-Hélène Bensadoun, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Il n'y a pas de. Et vous, madame? Vous en pensez quoi? Mitch, comme on dit. Une autre question, il y avait des garçons. Bonjour.
Je suis content de votre attitude également aujourd'hui. Je voulais corroborer ce qui avait été mis par lors d'une précédente question. Je crois Merci, que c'est gentil à vous. On a essayé de bien se tenir, de rester correcte et courtoise. On parle beaucoup des lettres Y, Z. Il y a une lettre que je voudrais vous soumettre. Des générations. Celle la lettre W, parce qu'on rentre dans une ère du why, où les jeunes là, qui sont au premier rang vont nous demander pourquoi. Pourquoi vous me demandez ça, qui vont nous demander de l'exemplarité, à nous, les générations un petit peu d'avant. On rentre dans le monde du world, le monde très sans frontières. Là, vous avez cité beaucoup d'exemples par-delà l'Hexagone et l'Europe. Et puis, le W, c'est le dernier et non le moindre. Je crois que c'est le plus important parce qu'il concerne la moitié de l'humanité qui n'est pas encore véritablement rentrée dans l'histoire. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est Women, le W des Women, de ce qu'à une époque les féministes ont appelé les Women, de sorte à ce que vous ne soyez pas à la botte des men, des hommes, et qu'aujourd'hui vous êtes pleinement en passe de rentrer dans l'histoire. Alors, il y a un autre mot en anglais, pardon d'en dire beaucoup en anglais, mais qu'on n'a pas dans notre langage français, qui est empowerment. Et comment, à titre individuel, j'ai à ma gauche ma femme qui dirige une fondation pour encourager les femmes à rentrer dans les sciences, parce que les sciences sont encore l'apanage des hommes. Et elle a beaucoup de difficultés parce que les femmes se disent « je ne suis pas capable ». Vous l'avez pointé à plusieurs reprises, mais je crois que c'est le frein individuel majeur pour les femmes aujourd'hui, cette capacité à douter d'elles-mêmes. Et ça, c'est sur le plan individuel. Sur le plan collectif, vous qui êtes agissante, est-ce que vous diriez quelle capacité à empower, à donner le pouvoir aux femmes, à créer des quotas? Vous en avez émis tout à l'heure la possibilité chez Renault, et même vous avez pointé des quotas chez Renault. Est-ce qu'il y a d'autres leviers pour donner le pouvoir aux femmes, au-delà des quotas de recrutement, de représentativité dans les instances gouvernantes, etc. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Muriel ou Mouna? Oui, c'est notre travail chez Mazars. C'est mon travail chez Mazars, qui est un groupe d'audit et de conseil et qui, recrutant autant de filles que de garçons, n'avait il y a quelques années que 9% de femmes dans les postes de direction. Donc ça fait 10 ans que je travaille sur ce sujet dans un grand groupe international et il y a plein de petites actions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule action. Je suis d'accord avec Mouna, il faut donner des chiffres, il faut avoir des indicateurs, il faut commencer par le recrutement, il faut former tous les échelons des personnes à l'intérieur de l'entreprise sur ce que c'est que ce sujet. Il faut travailler sur les stéréotypes, ça prend beaucoup de temps. Il faut convaincre dans tous les pays que c'est un sujet stratégique et donc il faut que le leader, le porte-parole de l'entreprise, le président ou la présidente incarne ce sujet. Voilà, nous on a tout ça qui est mis en place, mais c'est pas pour autant que ça change très vite. On est passé de 9% de femmes dirigeantes à 14%, et on va progresser, et je verrai peut-être pas la fin de ça. Mais il y a toutes ces actions qui sont mises en place dans les entreprises. Vous pouvez signer les principes de l'ONU Femmes, vous faites du mentoring d'hommes et de femmes. Enfin, je pense que chez Renault, vous avez aussi ce genre de choses, Mouna. Et il faut inclure toutes les personnes de l'entreprise. Nous, justement, alors vous disiez agir. Donc là, j'ai en fait plusieurs femmes de Women at Renault. Vous pouvez lever les mains, mesdames. Il y en a quelques-unes là qui sont présentes aujourd'hui. Donc, on a créé un réseau, en fait. On a créé un réseau qui s'appelle Women at Renault, qui est ouvert aux femmes et aux hommes, qui a aujourd'hui 4000 membres et est présent dans 12 pays dans lesquels Renault est très présent. Alors, il y a deux volets. Il y a un volet qui est le networking, parce que les femmes, effectivement, alors je ne sais pas quelles sont les raisons, hein, moi je ne suis pas non plus psychologue, mais on s'est rendu compte qu'elles n'ont pas l'habitude d'aller dans des réseaux, alors que dans une entreprise et même dans une carrière, ça peut être extrêmement utile. Donc c'est un réseau où on peut se parler déjà et puis échanger nos expériences. Et puis nous, on leur prévoit un certain nombre soit d'actions de mentoring, soit de stages, soit les femmes dans les usines, le leadership, hein, comment se comporter en situation sensible ou difficile. Et puis il y a un volet RH où on travaille avec
avec la fonction RH de Renault. Et là, on entreprend vraiment des actions de terrain qui va entre ouvrir des crèches dans des endroits où on sait que ça va être difficile pour elles d'emmener leurs enfants à la crèche le matin, l'égalité salariale, des formations, les plans de succession qui doivent comporter des femmes. Donc ça, c'est l'action sur le terrain. Comme vous dites, ça va être long. Et c'est quelque chose qui s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. La légitimité, on ne peut pas l'imposer de force, ça se gagne sur le terrain. Donc il faut mettre des objectifs et des quotas pour ouvrir la porte et leur donner un coup de pouce. Et puis après, mesdames, c'est vraiment à vous de jouer. C'est à nous de jouer. Hein. Il faut gagner ça sur le terrain, mais ça va prendre un peu de temps. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Il y a un argument pour répondre à votre question qui va peut-être vous paraître un peu éculé, mais la loi est là pour garantir l'égalité homme-femme. Je ne sais pas si vous le savez, mesdemoiselles, mais vos grands-mères, en 1965, ont eu la possibilité de signer, pour les femmes mariées, c'est à partir de 1965 que les femmes ont pu signer leur contrat de travail sans demander l'autorisation à leur mari. Bien sûr. Ouais. 1965, c'est mon âge, c'est 50 ans. Je trouve que c'est très... Alors, le 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on est tous libres et égaux, et il faut attendre 2014 pour avoir en France, tenez-vous bien, une loi sur l'égalité réelle des hommes et des femmes. Il y a eu un tel nombre de lois qui ont été votées et qui n'ont pas été finalement appliquées ou sanctionnées en France qu'il a fallu qu'en 2014, on prenne le soin d'écrire que l'égalité entre hommes et femmes est réelle en France. La loi qui a imposé l'obligation de respecter l'égalité et de négocier sur l'égalité au sein des entreprises, elle a été prise dans le cadre d'une loi sur le régime des retraites. Quand même, c'est la loi de 2011. Donc, je faisais ce rappel un petit peu historique de la loi, mais il faut aussi se dire que les femmes ont des droits, c'est inscrit dans la Constitution, c'est inscrit dans la loi, et il faut évidemment qu'elles fassent respecter leurs droits avant toute périphérique de mesures qui pourront les aider effectivement à évoluer dans l'entreprise. Une ou deux questions encore, allez-y. Je ne sais pas si vous avez un micro ou pas. Alors excusez-moi, on va vous donner un micro juste après. Bonjour. Pardon, bonjour. L'audace, c'est une notion extrêmement personnelle, hein, comme vous l'avez dit, en fonction de sa culture, du pays duquel on vient, de son histoire personnelle. Et donc, ce qui est très audacieux peut être pour moi, ne l'est pas pour mon voisin. Mais finalement, qu'on soit un homme ou une femme, parce que les hommes aussi ont une très forte pression de la société, est-ce que l'audace, ce ne serait pas tout simplement de devenir soi ? Eh bien, on va en rester là. Je pense, oui, que ça y participe largement, effectivement, comme le dit Brigitte Lefebvre. Et évoqué en introduction donc voilà, boucle est bouclée. La boucle est bouclée, effectivement. C'est l'audace de devenir soi, et ce n'est pas une mince affaire. C'est continu. Et vous voulez, même dans le micro ? Oui, je veux dire, et une fois qu'on a commencé... mais je ne sais pas comment dire. Oui, c'est-à-dire que on le fait, on va vers soi, et puis on se rend compte qu'on change en même temps. Comme disait Beauvoir, il faut savoir changer pour rester la même. Donc le travail n'est jamais terminé, c'est ça que vous voulez dire ? Le travail n'est jamais terminé. Le monsieur qui lève la main depuis tout à l'heure, je ne sais pas, c'est en bas. Sinon, vous y allez comme ça. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, à toutes. Il y a effectivement plus de femmes. Alors, je voulais faire preuve un petit peu d'audace en disant que, en fait, c'est pas en tant qu'homme que je suis là. C'est en tant que moi-même. Voilà. Je n'accompagne pas de femmes. D'ailleurs, si j'avais été un homme normal, je pense que j'aurais dit aucune femme ne m'accompagne. C'est pas le cas. Et en particulier, ma question, c'est est-ce que collectivement, parce que je pense que la place des femmes n'est pas qu'une histoire de femmes, est-ce qu'on ne se trompe pas de combat ? Est-ce que ce qui me chagrine, ce qui me gêne, et ce qui m'a fait d'ailleurs m'inscrire à ce débat, c'est que le thème m'a gratouillé. Comme s'il y avait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et qu'on était en permanence en compétition et à s'affronter. Donc ma question, c'est est-ce qu'on ne se trompe pas de combat ? Et finalement, c'est le combat de chacun avec son audace par rapport à tous les autres, et ça fait écho à ce qu'on vient d'entendre. Merci.
souhaite répondre? Marie. Moi, je trouve, alors on va peut-être mettre un peu de ton polémique pour répondre à cette peut-être dernière question, mais moi, je pense que c'est au contraire essentiel d'avoir ce type de débat, parce qu'en réalité, on vit encore dans un monde de stéréotypes qui fait que malheureusement, on est contraint d'avoir ce type de débat pour faire avancer les choses. Moi, je suis comme vous, je rêverais que ma fille, dans 20 ans, n'ait plus à devoir se battre et à devoir répondre à des questions sur l'audace est-elle une valeur féminine ou masculine. Mais pour l'instant, malheureusement, il faut mener ce débat. Et être pour l'audace des femmes n'est pas être contre les hommes, par ailleurs. Je vous le dis. Je crois que malheureusement, on n'a pas le droit à une dernière question. Hein, c'est bien ça. C'est pas grave. En fait, ma question, excusez-moi, bonjour, je m'appelle Anaïs Nera, je vous en prie. Je suis juriste en droit international et je voulais justement rebondir sur la question de monsieur. Enfin, je rebondis parce qu'il l'a posée avant moi et parce qu'il levait la main avant moi. Mais est-ce qu'on aurait osé poser ce sujet en fait de débat, l'audace est-elle une valeur masculine? Et je pense qu'on aurait eu énormément de monde pour monter au créneau en disant c'est pas vrai, les femmes aussi. Donc il y aurait certainement eu beaucoup de femmes pour discuter de ces choses-là. Et du coup, pour qu'on en vienne à poser une question comme ça, ma question est très simple, c'est de quoi les hommes ont-ils peur dans le fait que les femmes demandent l'égalité, que oui, on est des femmes, on veut se marier, enfin, on veut pas toutes se marier, pardon, excusez-moi, mais certaines d'entre nous veulent se marier, certaines d'entre nous veulent des enfants ou n'en veulent pas. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir justement cette égalité et qu'est-ce qui leur fait peur? Voilà, c'est tout. Excellente question. Yves Simon aurait pu y répondre, peut-être, s'il avait été là, mais il n'est pas venu. Je ne sais pas s'il faut y voir une réponse. Voilà. Malheureusement, je crois qu'on est obligé de clore ce débat. Et vraiment, je tenais à vous remercier 1000 fois pour votre attention, pour vos questions. Je tiens à remercier les étudiantes qui sont venues, qui ont fait un travail remarquable. Et à remercier évidemment nos 4 invités. Voilà, 1000 merci. Et à la prochaine fois, à la prochaine Cité de la Réussite. Rentrez bien. Merci. Au revoir.